Bonjour, donc leçon 21, dualité onde-particule laser. Donc c'est une leçon de physique. Alors je voudrais d'abord parler de ce qu'on a vu en physique depuis le début de l'année. Alors depuis le début de l'année en physique, on a vu les ondes, hein, on les a d'abord définies, et puis on a vu trois effets des ondes, l'effet Doppler, la diffraction et les interférences. Et ensuite on a attaqué la mécanique. Et donc notre objectif, c'était de connaître la position et la vitesse d'un corps qui se déplace. Alors je vous parle de ça parce que dans cette leçon, je vais parler des deux. Je vais parler à la fois d'ondes et je vais parler à la fois de particules qui se déplacent, hein, de corps qui se déplacent. Voilà, c'est une leçon un petit peu particulière. Je vais parler des deux. Alors c'est le phénomène que l'on étudie là. C'est un phénomène récent, c'est un phénomène étudié récemment, c'est de la physique du XXe siècle. Vous voyez là, l'expérience que je vais décrire, là, elle a été faite en 1961. Tandis que ce qu'on a étudié, hein, la mécanique de Newton, hein, c'est fin 17e, hein, fin 17e siècle. Voilà, et les ondes au XVIIIe siècle, c'était connu aussi. Vous voyez, donc là, c'est quand même de la physique moderne. Alors, donc vous avez dû voir la petite vidéo dont je vous ai parlé avant, ça a fait une introduction, bon je vais un petit peu approfondir, voilà, en plus. Hein. Alors, je vais décrire cette expérience qui a été faite en 1961. Alors ici, on a donc une source qui émet des électrons, et comme je l'ai écrit ici, un par un. Et donc on a un faisceau d'électrons, hein, pas totalement rectiligne, hein, les électrons ont des trajectoires un petit peu différentes, hein, voilà, les uns par rapport aux autres. Et il y a deux petites fentes qui sont très proches, et donc les électrons ils peuvent passer à travers. Alors il y a certains électrons qui vont frapper entre les deux là, entre les deux fentes, donc ils vont rebondir. Certains vont frapper complètement à gauche, ils vont rebondir, et aussi à droite. Mais certains d'entre eux vont passer à travers. Et ce qui semble logique d'observer au bout d'un certain temps, alors ils passent lentement les électrons. Hein. Au bout d'un certain temps, eh bien, on doit voir des impacts. Donc l'écran est fait de telle sorte qu'on peut voir les impacts des électrons sur l'écran. Donc on doit voir une région ici avec des impacts, voilà, et à côté une région avec des impacts. D'accord, hein. En fait, c'est l'image projetée de ces deux fentes sur cet écran. Hein, ça correspond à ça. D'accord. Or, c'est pas du tout ce qu'on voit. Donc, je vous montre ce que l'on voit. Donc, dans un premier temps, donc, on a des impacts un petit peu partout. Donc, ça, c'est étonnant. D'accord. Voilà. Et puis, le temps s'écoule. Donc, on voit ça. Il y a de plus en plus d'impacts. Voilà, on voit ça, le temps continue à s'écouler, donc là on commence à voir une certaine symétrie, hein, une certaine répétition, hein, ici, et au bout d'un temps très long, voilà ce qu'on voit. Donc énormément d'impact ici, 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 ici et ici, et là moins d'impact. Donc l'interprétation de cette expérience est, je dirais, incompréhensible si on considère les particules comme des particules. On ne voit vraiment pas pourquoi ça ferait ça. Alors, ce qu'on constate ici, c'est quand même, on voit quelque chose de connu. Hein. Ça ressemble, ça, à une figure d'interférence. Hein. On voit des franges, hein, lumineuses, hein, en quelque sorte. Donc, l'explication, donc la voici. Les électrons ont un comportement étonnant quand ils approchent des fentes. Donc certaines expériences, les particules, donc que ce soit des électrons, des atomes, des protons, ont des comportements étonnants, voilà, dans certaines expériences. Dans celle-là, par exemple. Alors, quel est ce comportement étonnant? C'est-à-dire que quand l'électron arrive au voisinage des fentes, eh bien, il se transforme en onde. D'accord? Il ne faut plus considérer un électron en tant que particule, mais en tant qu'onde. Et donc on a une onde qui tombe sur les deux fentes, voilà. Chaque fente donc diffuse l'onde, et ces deux ondes interfèrent. On observe donc un phénomène ondulatoire d'interférence, et une fois que donc l'électron est de l'autre côté, il reprend sa forme d'électron, et on voit des points d'impact ici. C'est-à-dire que l'électron, dans certaines circonstances, a un double comportement. C'est une particule, hein, donc, voilà, et c'est aussi une onde. Voilà, il a un double comportement. C'est le cas de cette expérience. Il n'y a que comme ça qu'on peut interpréter cette expérience. Alors,
Maintenant, voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir, hein, c'est que dans certaines expériences, les particules peuvent être considérées à la fois comme une particule et comme une onde. Hein, c'est ça. Alors maintenant, la théorie, comment on l'explique tout ceci? Alors, c'est pas simple, c'est une mécanique particulière. Alors, quand on a dans ce type d'expérience, donc on étudie le mouvement d'une particule, et donc là, il y a un principe, hein, qu'ils appellent le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui dit la chose suivante, c'est que l'électron, dans cette expérience, on ne peut pas connaître précisément sa position et sa vitesse. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc s'il y a une date T1, on connaît précisément la position, on ne connaîtra pas la vitesse. Mais si on ne connaît pas la vitesse, eh bien, c'est-à-dire qu'après la date T1, on ne saura pas où va l'électron. Il peut aller à droite, il peut aller à gauche, il peut monter, il peut descendre, on ne sait pas. Donc à la date T2, on ne saura pas où il est. Donc, donc du coup, on ne peut pas connaître précisément, d'une façon générale, la position de l'électron. Donc c'est une mécanique particulière qui porte le nom de mécanique quantique et qui est différente de la mécanique qu'on a étudiée, qu'on appelle la mécanique classique ou la mécanique newtonienne, où on sait très bien, où on peut connaître parfaitement la position et la vitesse d'un corps. Voilà, donc il y a deux types de mécanique, hein. Mécanique classique, mécanique newtonienne, et quand il s'agit de particules, eh bien d'atomes, d'ions, on utilise la mécanique quantique. Voilà. Alors, ça pose un problème de ne pas connaître la position à cause de ce principe, hein, le principe d'incertitude d'Heisenberg. Ça pose un problème de ne pas connaître précisément la position de la particule. Donc, on fait autrement. Ce qu'on fait, on calcule la probabilité de présence que l'électron se trouve à un endroit donné. Donc là, voilà, ce qu'on va simplement dire, c'est la chose suivante. Hein. On va dire que la mécanique quantique permet de déterminer la probabilité de présence d'une particule à un endroit donné. Donc, si on étudie théoriquement cette expérience-là par la mécanique quantique, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va dire qu'ici, dans cette portion d'écran, la probabilité de présence des électrons sera forte, et ici, la probabilité de présence des électrons sera plus faible. Voilà les résultats que vont donner la mécanique quantique. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que ça sort vraiment du cadre du lycée. Hein. C'est quelque chose de compliqué, hein, la mécanique quantique. Voilà, c'est une introduction. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette expérience? On peut dire que la figure d'interférence montre l'aspect ondulatoire des électrons et tous les petits points d'impact, chaque point d'impact montre l'aspect particulaire ou l'aspect corpusculaire de l'électron. Hein, voilà. Ouais, j'ai mis ça en rouge. Hein. Donc, point d'impact, aspect particulaire des électrons, et puis figure d'interférence, aspect ondulatoire des électrons. Alors, cependant, il y a une relation qui permet de lier cet aspect particulaire et cet aspect ondulatoire des électrons. Hein. Donc, on va étudier cette relation. Alors cette relation s'appelle la relation, alors ça s'écrit, c'est la relation de Broglie, ça s'écrit, mais on dit de Broglie, hein, relation de Broglie. Donc c'est P égale H sur lambda. Alors pourquoi cette relation permet de connaître l'aspect particulaire et l'aspect ondulatoire? Alors H c'est une constante, hein, on vous donnera toujours sa valeur, hein, on appelle ça la constante de Planck, on vous donnera toujours sa valeur. Hein. Alors P, c'est la quantité de mouvement, hein, P égale mv, hein, c'est la quantité de mouvement, et puis lambda, c'est la longueur d'onde associée à la particule. Alors, effectivement, cette formule montre les deux aspects, parce que P, vous voyez, c'est égal à mv, donc c'est une masse, hein, la masse de la particule, fois la vitesse, donc ça c'est caractéristique d'une particule, et lambda, c'est caractéristique d'une onde. Donc P montre, la quantité de mouvement montre l'aspect particulaire de la particule étudiée, et lambda, son aspect ondulatoire. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va étudier trois cas où l'aspect ondulatoire d'une particule est mis en évidence, ou pas. On va étudier trois cas. Dans le cas de la diffraction.
Alors je vais d'abord faire un petit rappel sur la diffraction avant d'aller plus loin, parce que je vais en avoir besoin. Donc je vous rappelle la diffraction. Donc ici on a une onde, alors par exemple des vagues, hein, c'est une vue de dessus, on a des vagues là, c'est le sommet des vagues qui se déplacent comme ça. Et puis ici on a une digue et une petite ouverture. D'accord ? Et donc la vague passe à travers et elle se diffracte. Alors, on rappelle quand même là pourquoi elle se diffracte. Eh bien, la diffraction donc est donnée par cet angle-là. Hein. Si la vague continue simplement dans cette région-là, il n'y a pas de diffraction. Il y a diffraction à partir du moment où il y a une onde à un endroit où normalement elle ne devrait pas être. Hein. Derrière cette digue, on ne voit vraiment pas pourquoi il y aurait une onde. Donc là, l'onde est diffractée par cette ouverture. Donc la relation de la diffraction, je l'ai remise, hein, θ égale lambda sur A. Alors, si θ égale 0, donc ça veut dire que cet angle-là est égal à 0, donc il n'y a pas de diffraction. Et si θ est différent de 0, bon, ben, si θ vaut 10 degrés, voilà, ça fait cet angle-là, il y aura un peu de diffraction. Si θ vaut 60 degrés, la diffraction est plus importante. Donc, pour trouver θ, ben, il faut faire ce calcul-là. Alors, vous voyez, la longueur d'onde, c'est cette distance-là. A, c'est l'ouverture, c'est cette distance-là. Vous voyez que l'ordre de grandeur est à peu près le même. Donc, du coup, ce rapport fait 1. 1 radian. 1 radian, ça fait 60 degrés. Donc, il y a diffraction. Donc, ce qu'on retient, c'est que si l'ordre de grandeur est le même, il y a diffraction. D'accord ? Donc, deuxième cas, toujours le même. J'ai des vagues ici. Donc, elles sont séparées par la longueur d'onde qui est toute petite, là, vous voyez. L'ouverture est très grande. Donc, on calcule θ. Donc, ici, lambda est très petit, A est très grand. Donc, θ tend vers 0. Donc du coup, il n'y a pas de diffraction, donc voilà, simplement l'onde est seulement diaphragmée, il n'y a pas d'onde ici, d'accord ? Voilà. Donc on retient ça aussi, hein. Si la longueur d'onde est très inférieure à l'ouverture, le phénomène de diffraction n'est pas visible. Donc, appliquons, donc essayons de diffracter des particules. Donc, avec 3 exemples, hein. Donc voilà ce que j'ai écrit, donc manifestation ou pas du caractère ondulatoire des particules. Alors, dans cette expérience, qu'est-ce que l'on a? On a des électrons, ici, et là, on a du nickel. Alors, le nickel, c'est un réseau cristallin, hein, c'est-à-dire que les atomes de nickel sont bien ordonnés. Voilà, et il y a une distance entre les atomes qui est A. D'accord, on appelle ça le pas du réseau cristallin. Donc, les électrons ont voilà, la masse des électrons, leur vitesse, ici, la vitesse des électrons. Et donc, ils entrent ici, et donc ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils vont être diffractés par l'ouverture ici. Voilà la question. Eh bien, déjà, dans un premier temps, calculons, alors la question, voilà, les électrons sont-ils diffractés par l'ouverture A du cristal? Eh bien, calculons la longueur d'onde, d'abord. Hein. Calculons la longueur d'onde associée aux électrons. Donc, P égale H sur lambda. H est égal donc à non, lambda est égal à H sur P, P c'est mv, voilà, donc on remplace, hein, donc H on a la valeur, M, bon, les valeurs sont ici, on remplace et on trouve ça, d'accord. Bon, alors on trouve ça, donc la longueur d'onde associée aux électrons est de 1,7 10-10 mètres, or l'ouverture est de 1,1 10-10 mètres. Donc l'ordre de grandeur est à peu près le même. Hein, l'ordre de grandeur est le même. Donc du coup, les électrons vont être diffractés. D'accord ? Voilà. Alors, donc il y a un terme. On dit que le caractère ondulatoire de l'électron est significatif. Hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir les électrons seront diffractés. Alors, cette expérience, elle a été réalisée en 1927. Hein, donc c'est 2 physiciens, Davison et Germer, qui l'ont faite. Et ils ont obtenu figure de diffraction. Voilà ce qu'ils ont obtenu comme figure de diffraction. Donc vous voyez, ce genre de figure, on a déjà vu, hein, par exemple, quand on diffracte de la lumière par un trou, voilà ce qu'on voit, ou par un fil, hein, voilà ce qu'on voit. C'est-à-dire une tache centrale, et puis ensuite moins de lumière, quoi, une alternance de présence de lumière et d'absence de lumière sur l'écran. Tache centrale, voilà, et alternance de présence de lumière, absence de lumière. Eh bien, pareil ici. Hein. Donc, tâche centrale, et puis une alternance d'absence et de présence de lumière. Bon, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait une tâche centrale, comme ceci, en mesurant la longueur de la tâche centrale, on pouvait trouver la longueur d'onde. Hein. Je vous refais le schéma. Hein. Le schéma, c'était ça. Donc là, cette tâche centrale est là, hein, c'est ça.
Et en mesurant donc la longueur de la tâche centrale, en connaissant la distance d, en connaissant le diamètre du fil là, ou le diamètre d'ouverture, on pouvait trouver la longueur d'onde. D'accord. Donc l'expression de la tâche centrale en fonction de la longueur d'onde, c'était ça. Bon, je ne vais pas refaire la démonstration, mais c'était ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en mesurant la tâche centrale, on peut finalement, après on n'a que des constantes, on peut connaître la longueur d'onde de l'onde utilisée. Et bien c'est ce qu'ont fait Davison et Germer. Ils ont mesuré la tâche centrale, ils ont donc trouvé le lambda expérimental, voilà, ils ont trouvé une valeur. Ensuite ils ont appliqué cette formule et ils ont trouvé la même valeur. Donc je vous parle de ça parce que c'est la première expérience qui a montré la validité de cette formule. C'est pour ça que je vous montre ça. Voilà. Exemple 2. Alors, exemple 2, donc on a un enfant qui joue avec un pistolet à billes, il tire des billes à travers une serrure de largeur A. Les masses des billes, c'est 0,2 g, la vitesse des billes, 10 mètres par seconde. La question est la suivante, les billes vont-elles être diffractées par le trou de la serrure? Eh bien, pareil, on va calculer la longueur d'onde associée aux billes, et on va réfléchir. Donc lambda égale, avec la formule d'avant, ça. Donc tout est connu, les trois grandeurs sont connues. Alors je vois que je ne vous ai pas mis h, mais bon, c'est 6,6 10-34, je crois. Voilà, donc on trouve ça, 10-31. D'accord. Or, l'ouverture fait 5 mm. Donc on voit que la longueur d'onde est très très inférieure à la largeur de la serrure. Donc il va de soi qu'il ne va pas y avoir diffraction. D'accord. Donc lambda est inférieur à A, donc le phénomène de diffraction n'est pas visible. D'accord. Donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que, avec cette expérience, c'est que une bille de pistolet n'a pas un double comportement de bille. C'est-à-dire que c'est une particule, mais il n'y a pas de longueur d'onde associée. La bille ne va pas avoir un comportement ondulatoire. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc pour trouver le mouvement de la bille, donc on ne va pas utiliser la mécanique quantique, mais on va utiliser la mécanique classique, la mécanique newtonienne, pour trouver la trajectoire de la bille, la position de la bille, la vitesse de la bille. D'accord. Pas de mécanique quantique dans ce cas-là. Exemple 3. Donc on a un électron qui se déplace entre les armatures du condensateur. Vous voyez, l'électron est ici, il a une certaine vitesse, donc il est chargé négativement. Donc avec sa vitesse, il s'approche des charges négatives, mais comme il est chargé négativement, cette plaque va le repousser, et donc les électrons remontent. Et ensuite, l'électron sort du condensateur et a un mouvement rectiligne uniforme, puisqu'il est soumis à aucune force. D'accord. Donc on imagine qu'on a plusieurs électrons qui sortent comme ça, qui entrent dans le condensateur et qui sortent. Alors la question est, est-ce que les électrons qui sortent du condensateur, eh bien, vont-ils être diffractés? Bon, la première chose à faire, c'est de calculer la longueur d'onde associée à l'électron. Donc c'est cette formule-là. Alors j'ai pris les mêmes valeurs que tout à l'heure. Donc on applique la formule et on trouve ça. Et on compare ça à la largeur de la fente. Donc, la largeur de la fente est de 5 cm. Donc la longueur d'onde est très inférieure à 5 cm. Donc là, il ne va pas y avoir de diffraction. Il s'agit bien d'un électron pourtant, mais il n'y aura pas de diffraction. Parce que là, l'électron se déplace dans un grand espace. D'accord. Donc lambda très très inférieur à A, donc le caractère ondulatoire de l'électron n'est pas perceptible. Donc en fait, on a ce double comportement des particules, le comportement corpusculaire et ondulatoire. En fait, si l'électron il est dans un espace, dans un petit espace, par exemple, pour étudier le mouvement des électrons dans un atome, les électrons dans un atome, ils ont très peu d'espace. Eh bien, on va utiliser la mécanique quantique. Il y aura bien sûr un aspect ondulatoire des électrons. Voilà. Pour calculer la trajectoire de l'électron dans cette expérience-là, on utilise la mécanique newtonienne, on utilise la mécanique classique. Voilà. Là, il n'y a pas de mécanique quantique dans ce cas-là. Voilà, pour cette raison-là. La longueur d'onde de l'électron, dans ce cas-là, n'est pas du tout significative. Voilà, donc j'ai fini pour cette leçon.